Encore une fois, merci d'être là, aussi nombreux, donc c'est cool. Donc aujourd'hui, en fait, on va commencer cette conférence par une présentation des challenges dans une industrie qui est un peu clé. Je ne vais pas revenir sur les années passées. Et du coup, on va parler un peu des challenges data et comment construire une practice data dans une industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, je suis accompagné par Karim. Donc j'ai le plaisir d'avoir Karim parmi nous, qui va nous parler un peu de ces challenges de la data dans l'industrie pharmaceutique. Et du coup, Karim, je vais te laisser la parole pour te présenter. Yes, merci Wajdi. Bonjour à tous. Merci aux quelques-uns de Servier qui ont fait le déplacement, c'est sympa. Karim Louedec, en charge de la data pour le groupe Servier depuis bientôt 3 ans. Auparavant, j'étais chez Maison du Monde, où je les avais accompagnés durant 3 années de cela pour les accompagner aussi sur tout ce qui était enjeu data. Ils avaient une création de direction data, des enjeux de fusion d'IT digital, IT historique et tout ce qui va avec sur les sujets data. Et puis un groupe avant Covid déjà fort sur l'omnicanalité et donc qui dit omnicanalité dit souvent data. Et auparavant chez M6 en 2015 lorsqu'ils souhaitaient se lancer dans la data et où on avait tout ce qui était ciblage publicitaire sur les plateformes de streaming. Et auparavant, en recherche publique au CNRS, physicien de formation. Donc Salma, c'est marrant, tu as parlé de l'entropie. Je suis physicien de formation, donc je suis obligé de parler de l'entropie. Ça m'a attiré pas mal ce mot-là, donc moi j'ai dû aller revoir mes notes parce que j'avais un peu oublié. Donc je suis d'accord avec toi. L'entropie est quand même... Alors déjà, pour vous dire, ça a été créé en 1824, ce concept-là. Donc l'an prochain, c'est le bicentenaire de l'entropie. Donc ce sera votre 3e année d'entropie, mais c'est finalement le bicentenaire. Voilà. Donc on vit dans des mondes parallèles. Le deuxième principe, c'est un principe d'évolution qui stipule que toute transformation réelle s'effectue avec création d'entropie. Donc on est vraiment ancré dans la réalité lorsqu'on parle d'entropie. Cette fonction d'état qui est usuellement effectivement assimilée à la notion de désordre ne peut donc que croître au cours d'une transformation qui est réelle. Et je pense que cette sensation, alors désordre c'est un grand mot, mais en tout cas dans les transformations d'entreprise, si on se fait le parallèle, on peut parfois avoir chez nos collaborateurs une perception que les choses changent, ils sont parfois un peu perdus. Et donc c'est pour nous important finalement d'aller leur donner ce qu'est le why, quelle est notre stratégie pour finalement les rassurer par rapport à ces transformations digitales qui se réalisent dans l'entreprise, puisque finalement l'entropie amène ce désordre et c'est totalement mécanique, physique et naturel en fait tout ça. On ne peut pas y remédier. Et c'est uniquement dans le cadre d'une transformation réversible que la création globale d'entropie est nulle. Sauf que c'est clairement pas réversible, ce qu'on est en train de vivre dans les transformations digitales de boîtes. Donc l'entropie n'est pas nulle, donc le désordre est nativement intégré. Voilà, et donc c'est à nous finalement de jouer avec ça, en tout cas. Voilà. Donc moi j'avais pris le parallèle des transformations d'entreprise plutôt que ce qui est lié à la donnée. Voilà. Super intéressant en fait, ça veut dire que plus on crée de l'entropie, plus on se transforme, plus on va créer d'entropie et donc de désordre, et il ne faut pas le cacher, il faut plutôt vivre avec, en tout cas, voilà. C'est normal, voilà. Mais j'aime bien ce nom-là, en tout cas, voilà. Mes collaborateurs savent que je le dis plusieurs fois par semaine, en tout cas. Super, merci Karim pour cette définition de l'entropie. Je pense qu'on connaît un peu mieux l'entropie. C'est Sadi Carnot qui l'a défini. On connaît un peu mieux l'entropie, mais on connaît un peu moins Servier. Ah. Donc je pense qu'on aimerait avoir plus d'infos sur Servier, sur le groupe Servier, tout ça. Donc, si tu peux nous raconter un peu l'histoire. Avec plaisir, je dis Servier, c'est le 2e groupe pharmaceutique français. De mémoire, je crois qu'il a un petit peu plus de 70 ans. Ça a été lancé à Orléans. On est fortement internationalisé puisqu'on est distribué dans 150 pays, on est présent physiquement dans 75 d'entre eux, on réalise 96% de notre chiffre d'affaires déjà à l'international, alors que pourtant on est quand même fortement présent en France, mais en tout cas toute notre croissance est plutôt réalisée via l'international. Et également, chose qui est souvent moins connue, en tout cas à l'extérieur, et c'était mon cas avant de rejoindre ce groupe,
nous sommes gouvernés par une fondation. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'actionnaires, contrairement à Sifflet, et contrairement à beaucoup d'entreprises de toute façon, et même les entreprises où j'étais auparavant. Nous sommes donc totalement indépendants, on n'est pas rachetable, et donc ça nous permet quand même d'avoir nécessairement une vision de long terme, et on fait des choix forts par rapport aux patients, chose que d'autres groupes parfois dans le domaine de la santé n'oseraient peut-être pas faire, ou leurs actionnaires leur diraient que c'est peut-être pas le meilleur chemin à prendre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le groupe Servier? C'est qu'en termes d'aire thérapeutique, on est surtout sur tout ce qui est cardio, métabolisme, maladies veineuses. Et il y a quelques années de cela, je pense que ça doit être autour, j'étais pas encore dans le groupe, mais je pense autour de 2018, on a opéré coup sur coup le rachat de 2 entreprises basées aux US, à Boston, dans tout ce qui est oncologie. Et donc en fait, il y a un énorme virage au sein du groupe actuellement qui est finalement sur toute l'activité R&D, d'être massivement présent dans l'enjeu de l'oncologie, typiquement des maladies rares que beaucoup de grands groupes peut-être ne payent pas assez attention et qui sont en tout cas qui sont notre cœur de métier actuellement sur tout ce qui est recherche. Voilà pour faire simple. Sur ce groupe Servier de 22 000 collaborateurs. Voilà. D'accord. Donc on a compris que c'est une fondation, donc vous vous donnez les moyens pour être un acteur majeur dans la transformation data et digitale. Donc vous êtes orienté techno. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce challenge et comment vous le faites? Ce challenge techno qui est par rapport à l'âge de l'entreprise assez récent, parce qu'on est quand même sur une industrie pharma, ce n'est pas nécessairement un réflexe de se dire industrie pharma, donc fort acteur technologique. Il y a quelques années de cela, le groupe a décidé de véritablement, on revient au sujet de la transformation, lancer une transformation digitale forte. Qui ne se fait pas uniquement évidemment par l'IT, mais par tous les métiers de l'entreprise. Hein. C'est jamais l'IT qui va driver, être unique acteur dans les entreprises. Et nous, sur la partie IT, si on vient comme sur cette partie-là, elle s'est faite de la manière suivante. Il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant, le rassemblement de tout ce qui était activité IT, digital, data au sein d'un seul et même département, directement rattaché au CEO du groupe et sous la responsabilité de Virginie Dominguez qui rejoignait le groupe par la même occasion. Et donc c'est à mes yeux en tout cas, et c'est pour ça que j'avais souhaité à ce moment-là rejoindre le groupe, c'est un vrai marqueur dans des groupes de cet âge-là et qui sont dans la transformation digitale, de se dire que là, ok, on va rentrer dans le dur et on commence à faire des choix assez drastiques et mettre en place une bonne organisation autour de tout ce qui est IT, digital, data, pour tenir les enjeux de transformation et toutes les attentes qu'a un groupe par rapport à l'IT de manière générale dans l'entreprise. Voilà. C'était quelque chose que j'avais connu, comme je vous le disais, exactement sous le même format chez Maisons du Monde, avec une approche assez centralisée, donc qui est ambitieuse, pas que tous les groupes prennent. Hein, je pense notamment parfois à la banque, qui ne sont pas encore dans ces enjeux, mais parce que des tailles assez encore logarithmiques hein, par rapport à où on est aujourd'hui. Mais en tout cas, ambitieux dans la centralisation de tous ces sujets-là au sein d'un groupe aussi grand. Super. Et justement, en parlant de ces enjeux, quel est le rôle de la data et l'IA pour répondre à ces enjeux pour un laboratoire pharmaceutique comme Servier? Il y en a plein. Pour faire simple, et puisqu'on n'est pas tous experts du domaine de la santé ici dans la salle, et moi le premier il y a quelques années, ce qui est intéressant, c'est toujours de reprendre la chaîne de valeur du médicament. Comme ça montre un petit peu aussi pour vous les grandes directions, les éléments, les départements importants dans une entreprise de pharma, dans cette industrie, et puis derrière, comment la data peut porter chacun d'entre eux. Donc ça démarre dans le médicament avec tout ce qui est recherche, puis ensuite
développement, tester des molécules sur des cibles qu'on a en tête. Ensuite, tout ce qui est production des médicaments. Dans le groupe Servier, on a 11 usines dans le monde, dont en Europe 3 qui font 80% de notre production mondiale. On a ensuite tout ce qui est la supply chain, parce qu'il faut les ramener, ces petites boîtes de médicaments auprès des pays et des patients. Ensuite, on a tout ce qui est force commerciale et force marketing. Et puis derrière, le patient, puisqu'on fait quand même tout ça pour le patient à la fin. Si on prend les sujets data sur chacun de ces grandes étapes, dans ce qui est recherche, l'enjeu aujourd'hui, et pour nous aussi Servier, c'est comment on arrive à être de moins en moins dans l'empirique et de plus en plus dans la simulation. Voilà, c'est le passage de l'in vitro à l'in silico, c'est comme ça qu'on le dit dans le domaine de la santé. Et clairement, le domaine de la santé n'est pas le plus avancé par rapport à d'autres domaines comme la physique. À une époque, voilà, moi j'étais dans les astroparticules, c'est des choses où finalement le corps humain n'était pas, c'était plutôt la nature, et c'était beaucoup plus facile à modéliser, à comprendre que finalement ce qui nous représente nous, en tout cas notre corps. Donc là, des gros enjeux sur ça, voilà, et finalement l'IA et la data, grâce aux données que l'on obtient empiriquement, permettent de nourrir les modèles qui vont finalement nourrir les simulations. Voilà, donc c'est vraiment ce cercle vertueux sur tout ce qui est recherche. Ensuite, on a la partie développement, où ici on est plutôt chez Servier à développer tout ce qui est outils pour faciliter l'analyse de données. C'est un domaine où on est de plus en plus internationalisé et où pour autant les entreprises, parce que des enjeux de sécurité à une époque pouvaient se dire que la sécurité est nécessairement localisée sur des serveurs à côté de soi, plutôt fermés. Or, c'est assez antinomique avec le concept de collaboration et d'ouverture sur l'extérieur. Et donc finalement, le cloud et tout ce qu'on amène finalement à la puissance de calcul, la collaboration, l'internationalisation et l'ouverture de la donnée, la facilité de la donnée et son parcours entre entreprises ou entre départements au sein de la même entreprise. Ensuite, on a tout ce qui est production. Donc là, on est plutôt sur des enjeux de monitoring des lignes de production, réduction des dérives ou des défauts dans les chaînes de production. Sur tout ce qui est supply chain, des choses très simples, parce que des groupes qui vont vite et des grosses PME qui ont grandi très vite, on peut avoir une multiplicité de RP où N n'est malheureusement pas égal à 1, mais bon, pas l'infini quand même pas, mais qui est assez égal et du même ordre de grandeur que le nombre de filiales. Donc c'est un enjeu aussi de rien simplement consolider, avoir une visibilité globale de ces stocks, ce qui est quand même assez important dans tous les enjeux pour éviter des ruptures de traitement pour nos patients. Optimisation du réseau de distribution, où là c'est tout ce qui est plutôt optimisation sous contrainte qu'on peut réaliser sur ces sujets-là. Et puis ensuite, force commerciale, donc c'est efficacité des forces de vente sur le terrain. On commence à découvrir, post-Covid, comme tu le disais aussi, Wajdi, toute la partie autour de l'omnichannel qui arrivait bien plus tôt dans d'autres secteurs comme le retail, où là c'est comment finalement entre aller rencontrer des professionnels de santé en one-to-one en physique, ou bien me dire que je ne vais pas couvrir tout le territoire de la Chine ou de l'Inde avec quelques acteurs, comment j'arrive au bon mix entre digital et physique. Et puis après, sur la partie patient, des choses qui peut-être quand on n'est pas dans le domaine de la santé, on s'en rend moins compte. On a de plus en plus des systèmes connectés, rien que des sujets comme je sais pas, des Apple Watch, des Fitbit, etc. Où finalement c'est énormément de données qui sont collectées, alors peut-être de précision plus faible par rapport à des systèmes véritablement médicaux, etc. Mais où finalement, dans le dilemme de tu préfères peu de données mais très précises ou beaucoup de données qui ont une plus grande incertitude sur ta mesure, finalement, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est les real world data. Et finalement, dans le monde du Covid, on a pu se rendre compte, par exemple dans les études cliniques, que
beaucoup de données et d'analyses sur les vaccins du Covid étaient finalement réalisées via des real-world data post-lancement du traitement. Voilà. Donc, à l'époque, dans le domaine de la santé, on l'appelait juste en pharmacovigilance, c'est-à-dire plutôt voir des dérives de traitement par rapport à ce qu'on avait en tête. Ben là, finalement, on le voit d'une autre manière beaucoup plus proactive par rapport à nos traitements, qui est plutôt finalement comment je peux me rendre compte, je dis toujours une bêtise, évidemment ça ne marche pas, mais qu'un traitement basé sur les hémorroïdes peut être un sujet sur la calvitie. Mais on ne s'en rend pas compte à l'époque, mais grâce au real data, on peut s'en rendre compte parce que finalement, avec ces données-là, sans pour autant en avoir l'idée au début, avoir ça. Et puis après, un dernier point sur les sujets de la data, tout ce qui est fonction support ou fonction business partner, comme on dit plus maintenant, où là, l'enjeu clé, comme dans beaucoup de boîtes, c'est déjà comment la data est un levier dans le concept de la recherche de la performance dans l'entreprise et performance/optimisation. Il y a énormément de sujets sur ça aussi. Voilà. Beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux, ouais. Voilà. Et donc, il faut savoir trouver ces véritables ces bonnes batailles là-dedans. Ouais. Du coup, peut-être on va venir au sujet de notre talk, c'est comment tu as pu construire la practice data pour adresser tous ces sujets clés. La data, yes. Hyper important. Yes. Je parlais de centralisation tout à l'heure sur d'autres sujets. C'est également la même cette approche-là qu'on a décidé sur cette organisation data. Donc, c'est une équipe donc, dans la grande direction IT du groupe, comme je le disais, que j'ai eu la chance de créer quand j'ai rejoint le groupe en juillet 2020. Ça fera bientôt 3 ans. À l'époque, comme dans beaucoup d'entreprises, organisations, beaucoup de data à droite à gauche, voilà, un peu éparpillé. Pas nécessairement optimisé, où je disais toujours à l'époque, je dis moins, mais j'essaye de retrouver mes phrases de l'époque que je pitchais quand je recrutais des gens, très convaincu soi-même que ce que la personne faisait était radicalement différente de ce que l'autre faisait, et donc beaucoup de raisons de ne pas collaborer ensemble. Donc la meilleure manière de faire en sorte que les gens bossent ensemble plus rapidement, c'est on les rassemble au sein de la même entreprise. Donc nous, c'est ce qu'on a réalisé chez Servier. On a également, pour la petite histoire, parce que ces transformations, c'est pas simple parfois. Dans notre cas, tous nos internes qui nous ont rejoints, enfin qui ont été rassemblés, ont vu, je dis toujours, 100% d'eux ont vu leur titre de job modifié. Donc voilà, ils nous ont aussi fait confiance et se sont mis sur des rôles quelque peu différents par rapport à ce qu'ils avaient signé à l'origine, en tout cas lorsqu'ils étaient dans le groupe. Donc on rassemble ces personnes-là, on fait un premier plan de recrutement d'interne, typiquement sur des profils assez techniques, voilà, puisque c'est souvent là qu'on a quelques lacunes habituellement. Donc ça a été une première étape. On a structuré aussi de la manière suivante, je ne sais pas si vous le partagez, un pôle gouvernance de la donnée, qualité de données, un pôle data analytics où dedans vous mettez tout ce qui est analytics engineer, data vis engineer. Classique, tout ce que je vais vous dire, un pôle data science IA où vous mettez quelques data scientists typiquement sur la partie R&D, parce que vu les enjeux et vu que vous démarrez de la data dans le groupe, c'est plutôt la R&D où là il y a un vrai game changer de l'IA sur la R&D et vous n'allez peut-être pas mettre un data scientist sur la partie finance. Tout un pôle plateforme data avec la data ingénierie, la data ops. Faut être clair, il y avait 0 profil avant que j'arrive sur ces profils-là. Et après une partie product et tout ça est toujours rassemblé dans la même équipe. On a également fait le choix d'un cloud provider quelques mois après mon arrivée, le choix de Google Cloud qui était une approche aussi tactique pour attirer des bons talents et également avoir, sans pour autant on a en cible de véritablement être intégré à 100% dans l'IT du groupe, mais c'est toujours intéressant lorsqu'on est sur une techno différente, ça nous permet d'aller plus vite et de pouvoir intégrer typiquement des nouvelles approches comme à l'époque on a ramené Terraform dans l'entreprise en 2020, donc on est quand même assez
par rapport à d'autres secteurs assez en retard à l'époque en tout cas, et on a bossé assez dur pour rattraper tout ça. Donc Google Cloud qui a été aussi un step important et qui un an plus tard on signait, c'était en 2022, un partenariat stratégique de 5 années avec eux et on est Servier, le premier groupe, j'aime à dire, de santé qui signe en France un partenariat stratégique avec Google Cloud et qui marche. Parce qu'un autre acteur avait essayé d'en signer un, mais ça avait été un flop. À vous de trouver le nom dans la presse si vous ne le voyez pas, mais voilà. Donc voilà, et j'aime aussi à dire que au début, des choix techno importants permettent d'attirer des talents et normalement on essaye de les retenir derrière par l'intérêt des cas d'usage, mais ce qui n'est souvent pas le cas au début, il faut être clair, quand on est à juste se lancer dans les fondations. Et aujourd'hui où on en est, on se fait une nouvelle évolution organisationnelle dans cette équipe data. Pourquoi ? Comme je le dis, l'enjeu technologique est plutôt derrière nous aujourd'hui. Voilà. C'est plutôt, les fondations ont été construites, les profils sont là, c'est plutôt reconnu, on arrive plutôt à attirer des gens sur ces nouvelles technos-là dans cette équipe, etc. Et comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, l'enjeu, il est plutôt sur tout ce qui est maturité des collaborateurs sur les sujets analytiques, data, performance, tout ça c'est lié. Et on parle de 22 000 collaborateurs dans notre cas de figure. Et donc maturité qui est en lien avec l'adoption et derrière la mesure de la valeur. Voilà. Et donc ces enjeux-là, on a fait une évolution organisationnelle qui nous permet à la fois, de renforcer nos pôles d'expertise, de renforcer notre vision produit et de rajouter un département sur tout ce qui est déploiement, acculturation, gestion des communautés d'utilisateurs et également tout ce qui est gouvernance de la donnée et master data management. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, on réaffirme l'importance des data office dans chacun des domaines métiers également. Voilà. Moi, je suis convaincu, et il n'y a pas que moi dans l'entreprise, que ce ne sera jamais 80 ou 100 personnes au sein d'une entreprise en Satral qui vont rendre une entreprise data-driven ou en tout cas mindsetée analytique lorsqu'on est 22 000 collaborateurs. Donc ce qu'il nous faut, c'est des relais de notre équipe au sein des différents domaines métiers. Et donc on a déjà 2 data office dans 2 métiers très importants qui sont la R&D et l'industrie. Et on essaye de voir comment déployer ce modèle-là aussi pour finalement, en même temps, insister sur leur importance, le fait qu'on a besoin d'eux sur les enjeux que je citais qui sont les nôtres aujourd'hui, et en même temps enclencher une partie de décentralisation maintenant que la maturité en parallèle est aussi en train de monter au sein de l'organisation. Justement, en fait, si je reviens juste sur l'aspect maturité et adoption, en fait, est-ce qu'il y a des secret sauce ou des choses qui ont marché pour Servier qu'on pourrait mettre en place? Est-ce que tu peux nous en parler plus? On est au début quand même. Enfin, secret sauce, je trouve que le mot il sera survendeur et c'est pas mon genre. Je dirais que non, on s'appuie sur. Déjà, c'est pas nous qui le faisons. Enfin, on n'est pas en train de driver cette chose-là nous-mêmes. En fait, on a la chance, c'est qu'on a d'autres départements qui sont aussi en charge de ça dans le groupe. Donc évidemment, le département RH, c'est une évidence. Et au sein de notre grande direction IT, on a aussi un pôle transformation qui est en charge, par exemple, de tout ce qui est méthode agile, mais également tout ce qui est digital et data et qui lance une académie. Et nous, finalement, on s'intègre à l'intérieur de ce dispositif. Et nous, disons, peut-être pas secret sauce, mais un petit conseil où je vois que finalement, on ne se l'était pas théorisé, mais on se l'est fait. Et je vois que maintenant, dans certains écrits qui sont parfois à théoriser les choses ou les conceptualiser, je vois que cette chose-là, elle a été conceptualisée. C'est se dire que finalement, qui mieux que les collaborateurs de l'équipe data pour incarner cette académie data? Alors ça prend du temps, mais finalement, ça permet de continuer à créer ce lien entre le métier et l'équipe data. Et typiquement, on avait des retours, enfin pas moi, mais en tout cas, ce qu'on me remontait, c'est je comprends mieux le métier qui disait à des gens de mon équipe, je comprends mieux maintenant pourquoi tu me disais non
parce que maintenant je comprends comment ça marche derrière. Et ok, t'étais pas là pour me dire non, mais en fait c'était un non positif, mais je ne le comprenais pas à l'époque. Donc c'est intéressant lorsque ce sont vos propres collaborateurs qui vont incarner. Alors au début, quand typiquement vous êtes sur les fonctions en centrale, vous pouvez le faire de manière physique et vous-même. Et puis derrière, maintenant, on passe à une étape de numérisation de cette formation-là avec ces mêmes personnes pour pouvoir la déployer de manière plus globale auprès des 22 000 collaborateurs. Voilà. Donc, il y a une démarche co-responsabilisation, co-dev entre toutes les équipes. Au final, ça passe un peu par l'humain, la transformation. Ouais, c'est ce qu'on lance là avec 2 métiers plus matures depuis, disons, 6 mois. C'est le concept de co-développement. C'est l'idée finalement, aujourd'hui, on a comme eu une approche très centralisée au début et qui est une manière que moi j'apprécie et que je sais mettre en place dans une organisation. Et c'est important parce qu'au début c'est tellement le fouillis, faut être clair d'un point de vue technologique, manière de travailler, manière de bosser avec le métier, etc. Donc vous rassemblez, en plus les profils sont rares, donc vous rassemblez, vous uniformisez, vous génériquez quelques modules. Et puis derrière, en même temps, vous avez votre maturité côté interlocuteur métier qui commence à monter. Et là, vous arrivez à une étape où vous vous dites, on va peut-être pouvoir commencer à décentraliser. Et finalement, ce rythme-là, les organisations veulent souvent aller vite, trop vite, beaucoup trop vite. Je vois des, enfin, je ne citerai pas de nom, mais on voit quand même sur le marché des gens qui lisent un peu trop les livres et vont direct sur des modèles fédérés, etc., qui intellectuellement sont passionnants, mais qui sur le terrain, la théorie, en théorie la pratique est égale à, valide la théorie, mais en pratique non, quoi. Voilà, là on est clairement là-dedans, quoi. Et en fait, ce rythme-là, c'est pas nous qui devons le définir, c'est finalement tous les collaborateurs de la boîte qui vont le définir. Et c'est en lien avec la maturité. Donc nous, on démarre des choses où aujourd'hui, finalement, on est, sur une feature team, squad, ce que vous voulez, le terme. Normalement, au début, à 100% des personnes appartiennent à la grande direction IT, à l'équipe data. Et vous allez arriver, au fil du temps, à intégrer des profils analytiques côté métier qui vont commencer à composer ce collectif. Et donc ce collectif, pour co-développer, co-designer, co-responsabiliser, et c'est ça, et finalement rendre hybride en fait la démarche data. Et la data, en fait, on se pose souvent la question, est-ce qu'elle est côté IT, côté data, et chacun a ses pour et ses contre, mais en fait elle est au milieu des deux, quoi, et c'est ça qui est intéressant et qui fait sa spécificité par rapport à l'IT général ou plus classique. Et finalement, si on prend quand même l'exemple de la data quality, je dis que tu allais me dire Karim quand même, tu viens je sais pas depuis combien de temps, tu m'as même pas parlé de qualité de données. Commencez par entropie, maintenant on finit par qualité. Et je t'ai pas parlé de barycentre sur l'équipe où finalement le barycentre est très IT pour finalement l'amener côté métier. Mais vous voyez en tout cas sur la partie codev cette idée où finalement de tendre plus peut-être vers le métier à terme, on ne sait pas, mais ce sera vraiment en fonction de la maturité. Et finalement, la qualité de la donnée, ce n'est pas un sujet IT ou data uniquement, ce n'est pas qu'un sujet métier, c'est un sujet des deux en fait. Et en fait, un outil là, comme le vôtre, Sifflet, ce qui est intéressant en tout cas et qui fait qu'on le creuse actuellement, on est au tout début, c'est finalement également un carrefour. Le fait de rassembler plusieurs personnes, voilà, un carrefour qui rassemble à la fois les règles de qualité plus techniques que seuls les gens techniques peuvent avoir en tête, vu que c'est leur métier. Par contre, qui mieux que le métier pour connaître sa donnée, ça c'est normalement une punchline qu'on dit souvent, c'est vrai. Donc c'est aussi à toi d'intégrer tes règles de qualité de données à l'intérieur de ce même collectif, au sein de ce même outil. Voilà, donc ça c'est en tout cas nous c'est notre vision. On n'y est pas totalement encore, voilà, parce que
tout ce qui est côté technique, c'est assez simple et on en est convaincu et plutôt automatisé. Et là, on est plutôt à comment on amène le métier à lui aussi, pas juste se plaindre de la qualité de la donnée, mais d'être acteur de ça directement, nativement, dans le cœur du réacteur, du monitoring ou de l'observabilité, comme vous disiez, de la qualité de la donnée, quoi. Super. Je pense qu'on va laisser un peu de temps pour des questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Bonjour, Ella Tevik pour BPCE. Moi j'ai une petite question par rapport à l'usage que vous faites aujourd'hui de Sifflet au sein de votre problématique data et quels sont réellement vos besoins de data et en quoi Sifflet correspond et règle ces problèmes. C'est une question commerciale, ça. Elle est magnifique quand même. On ne l'a pas répété. Je le mentionnais quand même sur la fin. Donc, nos enjeux sur Sifflet, je pense que c'est une banalité de dire, c'est sur l'enjeu de la qualité de la donnée uniquement pour nous aujourd'hui. On n'est pas sur l'approche, en tout cas dans le cadre de cet outil de data cataloging, etc., qui je sais sont des fonctionnalités aussi présentes dans l'outil. Où on en est, comme je vous le disais, à mes yeux quand même encore au début. Toute la partie technique, enfin intégration de la solution, intégration des règles de qualité technique, et qui est déjà un plus, sont plutôt bien intégrées sur un scope défini qu'on a voulu faire pour se valider la solution. Et il y a encore cet enjeu sur la partie métier, où en fait je pense que beaucoup d'entreprises, et on échange souvent sur ça, ça leur va de se dire que simplement ce sera l'outil des techs et c'est déjà bien et j'en trouve déjà mon ROI. Moi, je suis convaincu qu'il faut aussi responsabiliser les métiers et amener les métiers là-dedans. Et c'est un peu notre sujet du moment, en tout cas, sur cette partie Sifflet qualité de la donnée, parce que j'en démords pas. C'est aussi une partie de leur job à eux et c'est pas que le job des équipes data IT. Voilà. Ça répond à votre question, ouais. Super. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Je vais pas aller sur Sifflet, donc comment je vais pas te poser une question sur Sifflet. Je pense que dans la salle, presque tout le monde a été convaincu de ton succès chez Servier, la transformation que tu as fait avec ton équipe. Oui, avec ton équipe, bien sûr. Tu es passé de la R&D à de la maturité. Aujourd'hui, à travers ces 3 ans, combien de projets hors sol que tu as fait avec ton équipe qui n'ont jamais vu le jour d'un point de vue thème de market, parce que la qualité de la donnée n'est pas bonne, parce que le ROI n'est pas suffisamment bon, parce que le thème de market est trop loin? Je pense que les raisons quand tu as un fail, c'est plutôt... C'est ça que tu me poses la question sur les fails, c'est plutôt une mauvaise compréhension du besoin à la base, puisque le sujet qualité de données, tu vois. Qualité de données, c'est un ordre 2 en fait, contributeur quand même sur tes sujets. C'est une mauvaise compréhension du besoin et qui derrière amène une adoption trop faible des solutions. Et je pense que c'est le plus grand mal aujourd'hui dans les équipes data. Alors il y a le sujet, c'est que tout est lié. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension du besoin? Est-ce que c'est une mauvaise qualité du produit que tu livres? Ou est-ce que c'est un manque de maturité des utilisateurs? C'est un peu de tout ça quand même, tu vois. Mais finalement, on va dire que quand on a fail, c'est plutôt sur une adoption trop faible et qui provient essentiellement d'une mauvaise compréhension à la base. Et sur ça, il faut, nous finalement, on peut parfois, et moi je le pensais aussi au début, et quand on est dans des structures plus grandes, il ne faut pas négliger cette étape-là, c'est véritablement se poser sur tout ce qui est les méthodes de design thinking, etc. Enfin, je le dis parce que je ne suis pas expert de ces sujets-là, mais on se rend compte que ça peut paraître une perte de temps en début, mais en fait, si derrière ça te réduit de 80% ton fail, en fait, c'est ultra rentable, quoi. Et ça, véritablement, et c'est pas... Il y a des méthodes, qui font parfois... à se dire, en fait, c'est le métier qui va commencer à te mentir. Mais en fait, il ne va pas commencer à te mentir, c'est juste qu'en fait, il a du mal à faire accoucher véritablement, et ça, tous ceux qui sont sur le terrain le savent, mais il a du mal à faire accoucher véritablement son besoin, quoi.
Et donc, il faut les professionnels qui amènent à ça, quoi. Et je ne dis pas qu'on est encore parfait sur ça. On a même nous aussi à apprendre encore sur cet aspect-là. Et c'est encore une fois en lien avec la maturité. Voilà. Super. Une dernière? Juste, le test que vous l'avez fait sur quel pôle ou sur quel métier? On a eu ce que j'ai demandé à l'équipe, c'est sur de la partie finance, qu'en fait, au-delà de quel domaine, c'est plutôt d'aller chercher le domaine où il y a vraiment les gens qui veulent jouer avec toi et qui sont convaincus. Enfin, il n'y a pas besoin de vendre le concept de qualité de données, ils en sont totalement convaincus. Donc nous, chez nous, la partie finance, en tout cas les interlocuteurs qu'on a côté finance sont totalement, typiquement le controlling, sont totalement convaincus parce qu'ils en bavent quotidiennement sur ces sujets-là depuis des années, quoi. Voilà. Super, merci. Je vous invite à rester pour le drink après, on pourra continuer les questions. Mais en tout cas, merci Karim pour ce condensé d'informations. Merci à toi, moi je dis.